Je vais encourir bien des reproches, mais qui puis-je? Est-ce ma faute si j'eus 12 ans, quelques mois avant la déclaration de la guerre? Sans doute, les troubles qui me vinrent de cette période extraordinaire furent d'une sorte qu'on n'éprouve jamais à cet âge. Mais comme il n'existe rien d'assez fort pour nous vieillir malgré les apparences, c'est en enfant que je devais me conduire dans une aventure où déjà un homme eût éprouvé de l'embarras. Je ne suis pas le seul. Et mes camarades garderont de cette époque un souvenir qui n'est pas celui de leurs aînés. Que ceux déjà qui m'en veulent se représentent ce que fut la guerre pour tant de très jeunes garçons. 4 ans de grandes vacances. Nous habitions à F, au bord de la Marne. Je n'ai jamais été un rêveur. Ce qui semble rêve aux autres, plus crédules, me paraissait à moi aussi réel que le fromage au chat, malgré la cloche de verre. Pourtant, la cloche existe. La cloche se cassant, le chat en profite, même si ce sont ses maîtres qui la cassent et s'y coupent les mains. Jusqu'à 12 ans, je ne vois aucune amourette, sauf pour une petite fille nommée Carmen, à qui je fis tenir, par un gamin plus jeune que moi, une lettre dans laquelle je lui exprimais mon amour. Je m'autorisais de cet amour pour solliciter un rendez-vous. Ma lettre lui avait été remise le matin, avant qu'elle se rendît en classe. J'avais distingué la seule fillette qui me ressembla, parce qu'elle était propre, et allait à l'école accompagnée d'une petite, comme moi, de mon petit frère. Afin que ces 2 témoins se tussent, j'imaginais de les marier, en quelque sorte. À ma lettre, j'en joignis donc une de la part de mon frère, qui ne savait pas écrire, pour mademoiselle Fauvette. J'expliquai à mon frère mon entremise, et notre chance de tomber juste sur 2 sœurs de nos âges, et douées de noms de baptême aussi exceptionnels. J'eus la tristesse de voir que je ne m'étais pas mépris sur le bon genre de Carmen, lorsque, après avoir déjeuné, avec mes parents qui me gâtaient et ne me grondaient jamais, je rentrai en classe. À peine mes camarades à leur pupitre, moi en haut de la classe accroupi pour prendre dans un placard, en ma qualité de premier, les volumes de la lecture à haute voix, le directeur entra. Les élèves se levèrent. Il tenait une lettre à la main. Mes jambes fléchirent, les volumes tombèrent et je les ramassai tandis que le directeur s'entretenait avec le maître. Déjà, les élèves des premiers bancs se tournaient vers moi, écarlates, au fond de la classe, car ils entendaient chuchoter mon nom. Enfin, le directeur m'appela et pour me punir finement, tout en éveillant, croyait-il, aucune mauvaise idée chez les élèves, me félicita d'avoir écrit une lettre de 12 lignes sans aucune faute. Il me demanda si je l'avais bien écrite seule, puis il me pria de le suivre dans son bureau. Nous n'y allâmes point. Il me morigéna dans la cour sous l'averse. Ce qui troubla fort mes notions de morale fut qu'il considérait comme aussi grave d'avoir compromis la jeune fille, dont les parents lui avaient communiqué ma déclaration, que d'avoir dérobé une feuille de papier à lettres. Il me menaça d'envoyer cette feuille chez moi. Je le suppliai de n'en rien faire. Il céda, mais me dit qu'il conservait la lettre, et qu'à la première récidive, il ne pourrait plus cacher ma mauvaise conduite. Je rentrai en classe. Le professeur, ironique, m'appela Don Juan. J'en fus extrêmement flatté, surtout de ce qu'il me cita le nom d'une œuvre que je connaissais et que ne connaissaient pas mes camarades. Son « Bonjour, Don Juan » et mon sourire entendu transformèrent la classe à mon égard. À 1h, j'avais supplié le directeur de ne rien dire à mon père. À 4, je brûlais de lui raconter tout. Rien ne m'y obligeait. Je mettrais cet aveu sur le compte de la franchise. Sachant que mon père ne se fâcherait pas, j'étais, somme toute, ravi qu'il connût ma prouesse. J'avouai donc, ajoutant avec orgueil que le directeur m'avait promis une discrétion absolue, comme à une grande personne. Mon père voulait savoir si je n'avais pas forgé de toutes pièces ce roman d'amour. Il vint chez le directeur. Au cours de cette visite, il parla incidemment de ce qu'il croyait être une farce. « Quoi ?» dit alors le directeur surpris et très ennuyé. « Il vous a raconté cela ? Il m'avait supplié de me taire. Disons que vous le tueriez. » Ce mensonge du directeur l'excusait. Il contribua encore à mon ivresse d'homme. J'y gagnais séance tenante l'estime de mes camarades et des clignements d'yeux du maître. Le directeur cachait sa rancune. Le malheureux ignorait ce que je savais déjà.
Mon père, choqué par sa conduite, avait décidé de me laisser finir mon année scolaire et de me reprendre. Des élèves comme nous servaient d'appât pour en attirer d'autres. Ma mère me jugeait trop jeune pour aller à Henri IV. Dans son esprit, cela voulait dire pour prendre le train. Je restais 2 ans à la maison et travaillais seule. Je me promettais des joies sans bornes, car, réussissant à faire en 4 heures le travail que ne fournissaient pas en 2 jours mes anciens condisciples, j'étais libre plus de la moitié du jour. Je me promenais seule au bord de la Marne, qui était tellement notre rivière que mes sœurs disaient, en parlant de la Seine, une Marne. J'allais même dans le bateau de mon père, malgré sa défense, mais je ne ramais pas, et sans m'avouer que ma peur n'était pas celle de lui désobéir, mais la peur tout court. Je lisais, couché dans ce bateau. En 1913 et 1914, 200 livres y passent. Point ce que l'on nomme de mauvais livres, mais plutôt les meilleurs, sinon pour l'esprit, du moins pour le mérite. Le désavantage de ces récréations, alternantes avec le travail, était de transformer pour moi toute l'année en fausses vacances. Ainsi, mon travail de chaque jour était-il peu de choses, mais comme, travaillant moins de temps que les autres, je travaillais en plus pendant les vacances. Ce peu de choses était le bouchon de liège qu'un chat garde toute sa vie au bout de la queue, alors qu'il préférerait sans doute un mois de casserole. Les vraies vacances approchaient, et je m'en occupais fort peu puisque c'était pour moi le même régime. Le chat regardait toujours le fromage sous la cloche. Mais vint la guerre. Elle brisa la cloche. Les maîtres eurent d'autres chats à fouetter, et le chat se réjouit. À vrai dire, chacun se réjouissait en France. Les enfants, leurs livres de prix sous le bras, se pressaient devant les affiches. Les mauvais élèves profitaient du désarroi des familles. Nous allions chaque jour, après dîner, à la gare de J, à 2 kilomètres de chez nous, voir passer les trains militaires. Nous emportions des campanules et nous les lancions aux soldats. Des dames en blouse versaient du vin rouge dans les bidons et en répandaient des litres sur le quai jonché de fleurs. Tout cet ensemble me laisse un souvenir de feux d'artifice. Et jamais autant de vin gaspillé, de fleurs mortes. Il fallut pavoiser les fenêtres de notre maison. Bientôt nous n'allâmes plus à J. Mes frères et mes sœurs commençaient d'en vouloir à la guerre. Ils la trouvaient longue. Elle leur supprimait le bord de la mer. Habitués à se lever tard, il leur fallait acheter les journaux à 6 heures. Pauvre distraction. Mais vers le 20 août, ces jeunes monstres reprennent espoir. Au lieu de quitter la table où les grandes personnes s'attardent, ils y restent pour entendre mon père parler de départ. Sans doute n'y aurait-il plus de moyens de transport. Il faudrait voyager très loin à bicyclette. Mes frères plaisantent ma petite sœur. Les routes à bicyclette ont à peine 40 cm de diamètre. On te laissera seule sur la route. Ma sœur sanglote. Mais quel entrain pour astiquer les machines. Plus de paresse. Il propose de réparer la mienne. Il se lève dès l'aube pour connaître les nouvelles. Tandis que chacun s'étonne, je découvre enfin les mobiles de ce patriotisme. Un voyage à bicyclette, jusqu'à la mer. Et une mer plus loin, plus jolie que d'habitude. Ils eussent brûlé Paris pour partir plus vite. Ce qui terrifiait l'Europe était devenu leur unique espoir. L'égoïsme des enfants est-il différent du nôtre ? L'été, à la campagne, nous maudissons la pluie qui tombe, et les cultivateurs la réclament.